Il a mis Muhammad Ali à terre d'un seul coup de poing. La foule a rugi. La nation a exulté. Mais personne ne parle de ce qui s'est passé après. Henry Cooper est devenu une icône britannique, puis il a tout perdu. Ses ceintures, son argent, sa raison. Comment quelqu'un d'aussi aimé a-t-il pu en arriver à vendre ses biens les plus précieux juste pour survivre? Son histoire ne se résume pas à ce coup de poing célèbre qui a failli bouleverser l'histoire de la boxe. C'est ce qui s'est passé quand les gants ont été définitivement raccrochés. La date était le 18 juin 1963. Le stade de Wembley bourdonnait d'excitation. Dans un coin se tenait un jeune Américain audacieux nommé Cassius Clay, plus tard connu sous le nom de Muhammad Ali. Dans l'autre coin, il y avait Henry Cooper, le chouchou de la Grande-Bretagne, affectueusement surnommé « Notre Henry » par ses fans dévoués. Clay était arrivé à Londres débordant de sa confiance légendaire. Il avait publiquement qualifié Cooper de minable, de boxeur sans valeur qui ne méritait même pas son temps. Le public britannique s'est rallié derrière Cooper, leur héros national affrontant ce jeune Américain grande gueule. Ce qui s'est passé cette nuit-là allait devenir l'un des moments les plus commentés de l'histoire de la boxe. Dès le premier round, Cooper a surpris tout le monde. Au lieu de reculer, il a adopté une approche agressive face à Clay, habituellement très rapide dès le début. Mais dès le troisième round, les coups de Clay ont commencé à atteindre leur cible. Cooper a subi une coupure au-dessus de l'œil gauche. Le sang coulait. Mais c'est alors qu'est arrivé le quatrième round. À quelques secondes de la fin, Cooper a décoché son crochet gauche emblématique, ce coup affectueusement surnommé le marteau de Henry. La foule a regardé, incrédule, Clay s'effondrer sur le tapis. Le futur champion du monde des poids lourds était à terre. Clay était visiblement sonné, mais la cloche a retenti. Il a été sauvé par le chronométreur. Ce qui s'est passé ensuite entra Cooper pendant des décennies. Lorsque Clay est retourné dans son coin, son entraîneur, Angelo Dundee, est immédiatement intervenu. Des observateurs ont affirmé que Dundee avait administré des sels d'ammoniac, ce qui était contraire aux règles de la boxe britannique. Mais plus important encore, Dundee a signalé à l'arbitre une déchirure dans le gant droit de Clay, affirmant qu'il devait être remplacé. Cela a entraîné un délai pendant que les officiels étaient consultés pour obtenir une nouvelle paire de gants. Cooper a toujours soutenu que cette pause avait duré 1 minute ou plus, un temps de récupération précieux pour Clay. Mais les archives et les images du combat racontent une autre histoire. Le chronométreur officiel a enregistré une prolongation de seulement 6 secondes au-delà de l'intervalle réglementaire. La controverse qui allait devenir connue sous le nom de Glovegate était née. Cooper a cru jusqu'à sa mort qu'on lui avait volé sa plus grande victoire. Des années plus tard, Dundee lui-même a admis dans des interviews et dans ses mémoires qu'il avait délibérément élargi une déchirure déjà existante dans le gant pour offrir à Clay ses précieuses secondes supplémentaires. Certains experts en boxe ont vu cela comme une ruse classique d'un soigneur, prêt à tout pour protéger son boxeur. D'autres, comme le promoteur Frank Warren, se sont demandé si Dundee avait vraiment trafiqué le gant. Lorsque le 5e round a commencé, un Clay revigoré est revenu à l'attaque. Il a lancé une rafale de coups qui a ouvert une grave coupure au-dessus de l'œil gauche déjà endommagé de Cooper. Le saignement était si important que l'arbitre n'a eu d'autre choix que d'arrêter le combat. Clay a été déclaré vainqueur. Le moment de gloire de Cooper s'était envolé. Malgré la défaite, ce combat a fait de Cooper une star nationale. Le public britannique l'aimait d'autant plus pour avoir mis au tapis celui qui allait bientôt devenir le plus grand poids lourd de l'histoire. Mais tandis que la célébrité de Cooper grandissait, sa fortune ne suivit pas le même chemin. Lorsqu'il raccrocha finalement les gants en 1971, il dut relever un défi peut-être plus difficile que n'importe quel adversaire sur le ring, gagner sa vie en dehors de celui-ci. Bien qu'adoré par les fans à travers toute la Grande-Bretagne, il découvrit rapidement que la popularité ne payait pas les factures. Ses tentatives pour assurer son avenir financier se révélèrent désastreuses. Il tenta sa chance en ouvrant un magasin de fruits et légumes à Wembley. L'entreprise échoua de façon spectaculaire, lui coûtant environ 10 000 livres, une somme considérable à l'époque. N'étant pas du genre à abandonner facilement, Cooper investit ensuite dans une salle de sport. Celle-ci fit également faillite, le laissant au bord de la banqueroute. Pour survivre financièrement, Cooper dut revenir sur le devant de la scène dans les années 1970. Il devint l'égérie de la marque de Cologne Brut dans une série de publicités télévisées avec le slogan mémorable « Splash it all over ». La campagne connut un immense succès.
Brut devint la Cologne la plus vendue au monde durant cette période. Mais derrière le visage souriant qui apparaissait sur les écrans de télévision à travers la Grande-Bretagne, des soucis financiers grandissants se profilaient. Il fit de nombreuses apparitions publiques et travailla comme conférencier lors de dîners, misant sur sa notoriété pour reconstruire sa situation financière. Mais son sens des affaires continua de lui faire défaut. Il se serait associé à des personnes du milieu des paris britanniques et aurait subi des pertes dans des entreprises liées à la promotion de jeux d'argent et à des clubs de santé privés. Les revers financiers continuaient de s'accumuler. Cooper a été administrateur d'une société d'assurance qui a fait l'objet d'une enquête après la disparition de fonds. Mais le plus dévastateur fut qu'il subit de lourdes pertes sur le marché de l'assurance Lloyd's de Londres, un désastre financier qui le força à mettre aux enchères sa précieuse ceinture de champion Lonsdale pour 42 000 livres sterling. Imaginez ce moment, une légende de la boxe obligée de se séparer des symboles physiques de ses plus grands succès simplement pour rester à flot. Pour Cooper, ces ceintures représentaient des années de sacrifices, de souffrance et de victoire. À présent, elles avaient disparu, vendues pour couvrir les dettes croissantes issues de ses échecs commerciaux. Mais la chute de Cooper n'était pas seulement financière, elle était aussi personnelle. Vendre ses ceintures Lonsdale n'était pas une décision d'affaires, c'était un cri silencieux. Ces ceintures représentaient tout, la sueur, le sang, le rugissement de Wembley. Les abandonner, c'était admettre que rien de tout cela n'avait suffi, ni à sauver son avenir, ni à protéger son héritage, ni à l'épargner de l'humiliation. Et pourtant, même lorsqu'il disparaissait des projecteurs, la douleur ne faisait que s'intensifier. L'établissement de boxe auquel il a donné sa vie? Silencieux. Les fans qui l'adoraient autrefois? Impuissants. Cooper se sentait utilisé, jeté, trahi. Au-delà des difficultés financières, un autre Henry Cooper émergeait derrière des portes closes. L'homme que le public connaissait sous le nom de Notre Henry, toujours souriant, était en train de changer. Amis et membres de la famille décrivaient un homme devenu irritable dans les années 1970, surtout lorsque ses affaires échouaient. Son fils, Henry Marco, a même laissé entendre que son père avait un caractère sombre et maussade, un contraste frappant avec l'image publique amicale qu'on lui prêtait. La perte d'identité liée à la retraite après une carrière très médiatisée, combinée au stress financier croissant, a eu un impact psychologique considérable. La retraite représente une transition majeure pour tout le monde, mais pour les athlètes qui ont passé des décennies sous les projecteurs, le changement peut être particulièrement brutal. Le contraste entre sa personnalité publique et ses luttes privées met en lumière les batailles cachées que même les figures les plus célèbres doivent endurer. Alors que les fans voyaient le boxeur charismatique qui avait mis Muhammad Ali au tapis, sa famille voyait un homme livrant un tout autre combat, sans arbitre pour arrêter le match lorsque les blessures devenaient trop graves. La relation de Cooper avec les instances dirigeantes de la boxe s'est également fortement détériorée. Il a exprimé ouvertement son ressentiment, accusant l'establishment de la boxe britannique de négliger les boxeurs retraités tout en privilégiant leurs propres profits. Une source particulière de colère fut le refus du British Boxing Board of Control d'autoriser un combat pour le titre mondial contre Jimmy Ellis en 1968. Cette décision a profondément frustré Cooper et son manager. Cela aurait pu être sa meilleure chance de devenir champion du monde, un titre qui lui a finalement échappé tout au long de sa carrière. La goutte d'eau fut sa défaite controversée face à Joe Bugner en 1971, le dernier combat professionnel de Cooper. Cette défaite a coûté à Cooper ses titres britanniques, du Commonwealth et européens. Il estimait que la décision était injuste et cela a alimenté sa désillusion croissante envers la manière dont le sport était dirigé. Cette tension entre Cooper et l'establishment de la boxe reflétait un problème plus large qui existe dans de nombreux sports. La question de ce que les instances dirigeantes doivent aux athlètes qui sacrifient leur santé et leur bien-être pour le divertissement et le profit. Cooper a utilisé sa notoriété pour plaider en faveur d'un meilleur traitement des boxeurs après leur retraite, bien que son approche ait souvent été teintée d'amertume personnelle. Dans les années 1980, Cooper était bien loin de la figure adorée qui avait tenu tête à Muhammad Ali. La ruine financière l'avait contraint à vendre ses biens les plus précieux. Ses apparitions publiques étaient désormais sa principale source de revenus. La vente aux enchères de sa ceinture symbolisait sa chute, vendant son glorieux passé simplement pour survivre à un présent difficile. Le Notre Henry, toujours souriant, avait laissé place à un homme rongé par de profonds ressentiments.
Il se sentait lésé par le coin d'Ali en 1963. Il se sentait abandonné par les instances de la boxe qui avaient profité de son sang et de sa sueur. Il se sentait trahi par des associés qui l'avaient mené à la ruine financière. L'accumulation de ces griefs l'a transformé d'un trésor national en une mise en garde. Pour les jeunes générations qui n'ont jamais vu Cooper boxer, il peut être difficile de comprendre à quel point il a été aimé. Le public britannique l'adorait non seulement pour ses prouesses sur le ring, mais aussi pour son humilité perçue et ses origines ouvrières. Il incarnait un certain idéal de la masculinité britannique, dur mais juste, déterminé mais respectueux. Cela rendait ses plaintes amères, plus tard dans sa vie, d'autant plus choquantes pour ceux qui se souvenaient de ses jours de gloire. La controverse du Glovegate a pris des proportions mythiques dans le folklore de la boxe britannique. Cooper s'y est accroché comme à une explication pour justifier pourquoi la grandeur lui avait échappé. Si Dundee n'était pas intervenu, si l'arbitre avait appliqué les règles plus strictement, si ces précieuses secondes n'avaient pas été accordées à Clay, peut-être que la vie de Cooper aurait suivi une trajectoire totalement différente. Ce récit d'injustice est devenu central dans l'identité de Cooper au fil de ces dernières années. Son histoire demeure un rappel saisissant de la rapidité avec laquelle la fortune peut tourner une fois que le rugissement de la foule s'estompe. La transition de sportif actif à athlète retraité a fait une nouvelle victime. Privé de la structure, du but et des revenus que la boxe lui apportait, Cooper a eu du mal à trouver sa place dans le monde au sens large. Beaucoup d'athlètes de sa génération se sont retrouvés tout aussi perdus à la fin de leur carrière. Même dans ses moments les plus sombres, Cooper a gardé un lien avec la communauté de la boxe et le grand public. Son travail d'ambassadeur pour la marque de Cologne Brut a fait de lui une figure familière des foyers britanniques grâce aux publicités télévisées. Ses interventions lors de dîners lui ont permis de rester présent et de gagner un peu d'argent, mais cela n'était qu'un pâle reflet de sa gloire passée, un rappel de ce qui avait été perdu plutôt qu'un signe de succès continu. Pour Cooper, la retraite n'a pas seulement marqué la fin de sa carrière de boxeur. Ce fut le début d'un chapitre difficile marqué par des difficultés financières, des problèmes de santé mentale et un isolement croissant du sport qu'il aimait. Son histoire constitue un contrepoint saisissant au glamour et à l'excitation qui entoure les boxeurs en activité. On parle souvent des séquelles physiques de la boxe, les lésions cérébrales, les os brisés, les conséquences à long terme sur la santé. Mais l'expérience de Cooper met en lumière les dommages émotionnels et financiers qui peuvent en découler. La transition brutale d'une figure publique adulée à celle d'un ancien athlète en difficulté s'est révélée presque aussi dévastatrice que n'importe quel coup reçu sur le ring. La relation de Cooper avec Muhammad Ali a évolué au fil du temps. Malgré l'amertume qui entourait leur première rencontre, Cooper a toujours gardé du respect pour les capacités d'Ali. Ils se sont affrontés à nouveau en 1966, Ali étant désormais champion, remportant la victoire de façon plus décisive. Cette fois, il n'y eut aucune controverse, aucun gant déchiré pour alimenter les théories du complot. Mais le souvenir de ce premier combat et le sentiment de ce qui aurait pu être ne l'ont jamais quitté. Ali lui-même a reconnu les compétences de Cooper, le qualifiant plus tard de « l'adversaire le plus coriace que j'ai jamais affronté ». Un éloge remarquable de la part du plus grand champion poids lourd de l'histoire. Ce respect mutuel coexistait avec la conviction persistante de Cooper qu'il avait été privé de sa plus grande victoire par les manœuvres d'Angelo Dundee. À bien des égards, Cooper est devenu défini par ce seul coup de poing, ce moment unique où il a failli changer l'histoire de la boxe. Le crochet du gauche qui a envoyé Cassius Clay au tapis est devenu à la fois sa plus grande réussite et son fardeau le plus lourd, un rappel de la proximité de l'immortalité à laquelle il a touché du doigt. Et c'est peut-être là la véritable tragédie d'Henry Cooper. Il n'est pas mort sur le ring. Il est mort lentement, de façon invisible, rongé par les dettes, les regrets, et un système qui ne s'est jamais retourné une fois les caméras éteintes. Il n'était pas seulement un boxeur, il était un avertissement. Car pour chaque jeune boxeur en quête de gloire aujourd'hui, l'histoire de Cooper rappelle que les chaos ne sont pas une fin. Parfois, ce n'est que le début. Mais son histoire ne parle pas seulement de boxe ou d'argent. Elle parle d'identité. Quand ce qui te définit disparaît soudainement, que reste-t-il? Pour Cooper, la réponse n'a pas toujours été agréable. Ses problèmes financiers n'étaient pas qu'une question d'argent.
Il représentait une perte de contrôle. L'homme qui avait autrefois imposé le respect dans le monde de la boxe s'est retrouvé à la merci des créanciers, des partenaires d'affaires et des institutions financières. Malgré tout, Henry Cooper reste une figure indélébile de l'histoire du sport britannique. Il incarne quelque chose d'uniquement britannique. Le perdant noble, l'outsider qui a failli faire tomber le géant, le héros issu de la classe ouvrière qui a visé la grandeur mais qui a échoué de peu. Son histoire résonne parce qu'elle contient à la fois le triomphe et la tragédie. Le triomphe de ce fameux crochet du gauche, la tragédie de ce qui s'est passé après le dernier coup de gong. Cooper n'est jamais devenu champion du monde, mais aux yeux du public britannique, il a toujours été un champion humain et imparfait dont les luttes en dehors du ring se sont révélées plus difficiles à surmonter que n'importe quel adversaire affronté sur le ring. Henry Cooper n'a peut-être rien gardé sur le plan matériel. Les ceintures ont été vendues, l'argent s'est envolé, la gloire s'est estompée. Mais dans la mémoire des amateurs de boxe britanniques, dans l'histoire du sport et dans l'image indélébile de ce fameux crochet du gauche envoyant le plus grand au tapis, Henry Cooper a laissé une empreinte qu'aucune catastrophe financière ne pourrait effacer. Il a peut-être été mis à terre par la vie après la boxe, mais dans le cœur des Britanniques, notre Henry reste à jamais debout. Qu'en pensez-vous? Henry Cooper a-t-il reçu le respect qu'il méritait? Ou n'était-il qu'un autre boxeur que le sport a laissé derrière lui? Dites-le nous dans les commentaires ci-dessous. Et si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de cliquer sur le bouton j'aime et de vous abonner. D'autres vidéos arrivent bientôt. À la prochaine.